Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais Onde. J'ai lu quelque part que toutes les superstitions connues dans le monde se trouvaient rassemblées dans les Carpates. Comme si ce pays était le centre de quelques tourbillons des imaginations. S'il en est ainsi, mon séjour va être des plus intéressants. J'espère que votre voyage depuis Londres a été agréable et que vous apprécierez votre séjour dans mon beau pays. Votre ami Dracula. Les baies vitrées, tournois, autour du hall d'entrée. Une parade, deux pullovers, défile à contresens. Sur un modèle aléatoire. Assise au bar cocktail de l'hôtel, je classe les fuseaux horaires qui nous séparent par décalage régulier. Le temps réel n'existe plus. Je penche près de vous. Bonjour, vous êtes sur l'émission Mauvaise Onde, Tiloche en français. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la frontière et du mur à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Donc, nous avons sur le plateau aujourd'hui Daniel Ceni, ancien journaliste au Monde. Salut Daniel. Salut tout le monde. Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Salut. Bonjour à tous. Joël Lepavou, journaliste français à Budapest pour de nombreux médias. Salut tout le monde, bonjour. Bonjour. Vincent Liéger, essayiste en particulier sur la question de la décroissance. Salut à toi. Bonjour à toutes et tous. Nous avons également Fabien qui est venu avec sa fille. Salut Fabien. Bonjour à tous. Qui va nous faire bonjour à sa fille. Et bonjour à sa fille. Et qui va nous faire en fin d'émission. Bien. Salut. qui en fin d'émission va nous parler de culture. Nous avons également trois futurs journalistes stagiaires au journal francophone de Budapest. Bonjour à vous. Ouais, venez au micro. Venez. Bonjour. Présentez-vous, dites vos prénoms. Ouais. Enchantée, moi c'est Zoé. Salut, moi c'est Luna. Salut, moi c'est Juliette. Voilà. Même de loin, ça capte, donc ça va, c'est des bons micros. Ouais, merci d'être avec nous. Et au micro, Guillaume Carré. Salut Guillaume. Hello. Bonjour. Donc, vous êtes allé à la frontière la semaine dernière ou cette semaine? C'est avant-hier. Avant-hier. Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte à peu près? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui a motivé notre reportage là-bas, c'est que fin octobre, en fait, il y a eu, mais même déjà depuis le début de l'automne, un regain du flux migratoire à la frontière serbo-hongroise, parce qu'évidemment, ce n'est pas une nouveauté qu'il y a des migrants à la frontière serbo-hongroise. Ça fait depuis 2015 que cette histoire dure. On se rappelle de la fameuse crise des réfugiés. Automne 2014. Ouais, même avant, effectivement, Vincent. Et il y a eu cette fameuse crise des réfugiés, le sommet à l'été 2015 où là on avait je crois 1 million de migrants qui sont rentrés en Hongrie au cours de l'année ou qui ont essayé de rentrer en Hongrie, puis la fameuse clôture frontalière qui a d'abord été sur une couche puis 2 couches à partir de 2017 sur toute la frontière serbe, donc 175 km. Et donc récemment, il y a eu de plus en plus d'incidents à la frontière, notamment entre des bandes de passeurs. Les passeurs, c'est ceux qui font, comme leur nom l'indique, passer les migrants à travers la frontière contre de l'argent. Et donc, les bandes de passeurs, en fait, se battent pour le contrôle du business, mais aussi des territoires le long de la frontière. Et le 27 octobre dernier, il y a eu une fusillade à Horgoš, donc côté serbe de la frontière. Et il y a eu 3 morts en marge de cette fusillade, ce qui a engendré une réponse assez ferme des autorités serbes qui en gros ont fait un nettoyage, on va dire, dans les bois environnants et dans le secteur autour de la frontière.
Et voilà, moi c'est comme ça en tout cas que, notamment avec Corentin, on discutait de l'opportunité ou plutôt de la légitimité de retourner à la frontière, parce qu'évidemment c'est pas la première fois qu'on se rend dans la zone. Et voilà, pour résumer en 3 points ce qu'on a vu entre Ruja et Ashotalom, puisque ce sont 2 villes où nous nous sommes rendus dans le sud de la Hongrie. Ashotalom étant sur la frontière, que côté hongrois pour préciser. Ashotalom étant sur la frontière et Ruja étant à une vingtaine de kilomètres dans les terres, là où voilà, c'est le premier point, les passeurs abandonnent de nombreuses voitures qui sont ensuite désossées. On en a vu une 60aine à peu près dans le secteur lors de notre reportage. Deuxièmement, le fait que les bois du secteur, donc les forêts, sont remplis de détritus qui sont laissés derrière eux par les migrants. Et ce qu'on a constaté notamment, c'est beaucoup de livres pour enfants, de couches et autres objets qui font penser que voilà, outre les hommes seuls qui viennent, il y a aussi beaucoup de familles qui passent la frontière. Et le dernier point... Ce qui me fait préciser une chose, t'as dit migrants et peut-être réfugiés. Voilà, aussi. Migrants et peut-être demandeurs d'asile, réfugiés, effectivement, tu fais bien de le souligner, Vincent. Avant que tu continues, est-ce qu'on a une idée à peu près approximative de la nationalité de ces réfugiés? Alors, le truc, c'est que nous, ce qu'on a trouvé, par exemple, en fouillant un peu dans les bois, c'est ce qu'on pourrait appeler des cartes, en quelque sorte, de migrants, qui sont des documents d'identité qui leur sont délivrés par le commissariat serbe à l'immigration. Moi, pour ma part, j'avais trouvé la carte d'un homme qui se prétendait pakistanais, ou qui se prétend pakistanais et qui dit être né le 1er janvier 2004. Mais par exemple, dans la zone, on en a trouvé d'autres. Je sais plus quelles étaient la nationalité, mais je pense que... Et qui étaient tous nés le 1er janvier 2004. Et qui étaient tous nés un 1er janvier, voilà. Mais globalement... Les migrants et réfugiés jettent leur papier d'identité la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils se déplacent sans documents qui permettent de les identifier. Voilà. Et pourquoi? Par crainte d'être renvoyés dans leur pays, ou pourquoi ils font ça? Pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il y a des migrants qui sont toujours plus ou moins bien reçus en fonction des citoyennetés, et donc Syrien c'est mieux que pakistanais. Et donc quand on est par exemple algérien, on peut prétendre être syrien, on a peut-être plus de chances de moins se faire taper sur la figure. Et c'est ça donc qu'on a vu, et aussi ce qu'on a constaté plutôt du côté de la frontière en tant que telle, donc vraiment sur la zone de Ashotalom où nous avons patrouillé avec Sándor, qui est un mezőr, c'est-à-dire un garde champêtre qui dont la protection de la frontière a été une des missions qui s'est ajoutée à son boulot, même si c'est pas son boulot de base. C'est le fait que la clôture est remplie de trous en fait. Provoqués par les tentatives illégales de passage. Concrètement, la différence par rapport à 2015 ou 2016 et même un peu après, c'est que les migrants, enfin en tout cas les passeurs et les groupes de migrants qui essaient de franchir également la frontière utilisent des échelles pour franchir la frontière, n'hésitent pas à caillasser les forces de l'ordre et les gardes frontières, voire même à tirer des coups de semonce ou à tirer la Kalachnikov contre les forces de l'ordre. Donc clairement, il y a une augmentation de la violence sur la frontière qui fait que on jugeait légitime d'aller voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Corentin ? Je vais faire une distinction entre migrants et réfugiés. C'est vrai que nous on a tendance à parler de migrants, parce que de fait les gens sont encore en train de migrer, ils sont pas encore arrivés. Alors ils seront réfugiés une fois qu'ils seront arrivés en Allemagne, etc. Là ils sont quand ils sont dans le nord de la Serbie, ils sont pas au bout de leur peine. Non. Ils sont vraiment c'est au sens où mais évidemment ça dit rien de leur vécu, leur souffrance et de la situation qu'ils fuient, parce que il y a des gens beaucoup de gens qui sont totalement légitimes à être ici, etc. Bon, c'est vrai que par facilité de langage on parle de migrants, mais ça peut toujours se discuter. C'est vrai que cette année on a fait le choix de on avait une seule journée pour y aller. On s'est dit on se concentre sur le côté hongrois. Il y a un an, on y était avec Joël à la même période. On y était aussi il y a 2 ans où on passait une journée côté serbe et ensuite côté hongrois pour aller vraiment interroger et parler avec le plus d'exilés possible. Puis avec la population locale aussi qui est confrontée avec ce flux. Et il se trouve qu'en plus là au moment où on y allait, comme ça a été dit, l'armée serbe sous pression de Viktor Orban, parce que monsieur Vučić est quand même censé être l'allié de Viktor Orban, mais les Hongrois considèrent que les Serbes ne font strictement rien et que ils dénoncent vraiment le laxisme de Belgrade. Après la fusillade,
ils font comme ils ont fait l'an dernier à peu près à la même époque où il y avait une fusillade pareille en gauche. Voilà, l'armée serbe intervient. Alors concrètement, ils mettent tous les gens en centre de rétention où ils les raccompagnent après Chevo. Ils les ramènent après Chevo à l'entrée au sud du pays. Voilà, ce qui fait que voilà, pendant quelques jours, ça va être un peu plus calme en attendant que les gens reviennent. Parce que c'est cosmétique. L'hiver, le flux va diminuer parce que les conditions météo sont très difficiles. Quand il fait froid. Mais les gens qui sont présents dans les Balkans, notamment en Serbie, qui sont de l'ordre de quelques milliers. Le dernier rapport de l'UNHCR, le Commissariat réfugiés, c'est pas des chiffres très importants. Ils disent qu'il y a 5000 personnes en Serbie. Bon, c'était il y a 2 mois, donc c'est peut-être plus maintenant quand même. Mais voilà, donc là on s'est concentré côté hongrois, plus du côté des forces de l'ordre. Et justement, côté hongrois, cette barrière qui devait être complètement hermétique, elle l'est pas. Si j'ai bien compris, il y a quand même des dizaines de milliers de passages déjà depuis cette année. Alors elle a un effet qui est extrêmement visible. Spectaculaire, ça c'est sûr, ça impressionne quand on la voit. C'est impressionnant, mais bon, on peut pas dire non plus que c'est une passoire, parce que je garantis quand même que quand nous on est là, on patrouille le soir, enfin on patrouille entre guillemets, on accompagne les patrouilles dans le froid, etc. C'est des conditions qui sont quand même très hostiles. Quand on pense que les réfugiés qui arrivent jusque là, jusque de l'autre côté du mur, avant de franchir les barbelés, c'est quand même un truc qui est casse-gueule, hein. Ils se cassent des jambes, ça peut faire mal, hein. Ils ont quand même marché plusieurs kilomètres à travers champs, avec des enfants souvent. Donc voilà, enfin ça reste. Donc ça veut dire qu'ils doivent escalader cette barrière de barbelés. Deux barrières. Donc il y a un passage entre les deux barrières avec des patrouilleurs. C'est la route de patrouille, ça. Et tout ça avec des enfants, quoi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un obstacle physique qui est majeur. Mais évidemment, et les gens sur place nous le disent, bon, ça fait juste ralentir les choses, ça fait que les gens arrivent un peu plus au compte-gouttes. Et un peu plus blessés et exténués. Voilà, aussi. Et alors, donc, ça c'est le premier effet, et le second effet, c'est évidemment que pour franchir cet obstacle, il faut payer des passeurs qui soit fournissent des échelles, qui dirigent les gens pour aller couper les grillages, qui les récupèrent en voiture de l'autre côté pour les emmener le plus vite possible à Vienne puis en Allemagne. Et c'est ça qui crée le business, et c'est ça qui fait que le passage est cher. Plus la frontière est sécurisée et difficile à franchir, plus elle coûte cher, et plus on crée une criminalité, des gangs qui sont professionnalisés. Au départ il peut y avoir des gens locaux qui se mettent qui flairent la bonne affaire, qui disent moi j'en mets quelques-uns dans le coffre de ma voiture et je gagne 3000 € dans la nuit. Il y a des gangs criminels des Balkans, de Bulgarie, de Serbie ou d'ailleurs. Il y a maintenant aussi beaucoup, sachant qu'on était déjà sur une route criminelle qui était une route de prostitution, qui était une route de trafic de drogue. Et qu'en Serbie, la police est intimement liée aussi à ces bandes de passeurs. Il y a de la corruption. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de gangs du Maghreb, par exemple des Marocains, et c'est là qu'il peut y avoir des fusillades, parce que pour le contrôle du business, qui est un business très lucratif. Chandor, le garde Champagne, nous disait par rapport à la drogue et à la prostitution, le trafic beaucoup plus rentable. C'est plus facile, c'est beaucoup moins dangereux, parce qu'on risque beaucoup moins, et c'est très lucratif. On va chercher de l'argent auprès de gens honnêtes, donc c'est beaucoup moins risqué. Vous aviez l'air d'avoir un petit peu un portrait robot de ces passeurs. On sait un peu qui c'est. C'est des groupes criminels serbes. Ce sont des gens locaux qui habitent près de la frontière, qui en profitent, ou c'est ça. Je pense que des gens locaux du côté hongrois, il y en a quand même peu, parce qu'ils savent c'est dangereux, quoi. C'est un petit milieu. Ils se connaissent tous. Petites bourgades, tout le monde se connaît. C'est quand même difficile à faire. Il y en a eu. Il y en a eu qui ont été emprisonnés, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, vraiment le gros, je pense que c'est des groupes criminels internationaux qui font ça. Et on a des indices, parce que quand même depuis maintenant plusieurs mois, peut-être 2-3 années, on a régulièrement des arrestations, des courses-poursuites et des tragédies. D'où les accidents de voiture avec les bagnoles abandonnées. En accident de voiture, avec très régulièrement des blessés graves et des morts. Et très souvent, parmi les passeurs, on voit des gens qui ont les mêmes origines que les gens qui transportent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des réseaux organisés sur des longues distances. Mais d'un mot sur les passeurs, nous on a rencontré en fait la mère d'Ashotalom, donc Renata Pop, qui en fait est, j'allais dire, la successeur de Laszlo Toroczkai, qu'on connaît bien en Hongrie. Précise qui c'est, l'extrême droite. Alors, c'était un des animateurs des émeutes de 2006 déjà en Hongrie contre le gouvernement de Ferenc Gyurcsány, une des figures, on va dire, de l'extrême droite hongroise depuis une quinzaine d'années, qui est devenu donc maire d'Ashotalom, commune frontalière d'environ 4000 habitants. Et qui avait passé une publicité hallucinante en 2015. Oui, et il avait dit que la Hongrie est un
mauvais choix pour les migrants et que Achotalom est le pire. Voilà. Une vidéo hallucinante. Un clip du style on chasse des êtres humains. Voilà. C'est un safari. La droite et l'extrême droite française avaient adoré, avaient beaucoup retweeté. Ils avaient financé une partie du 4x4 de Chouani. En tout cas, on n'a pas été dans ce 4x4 là malheureusement, on a été dans un autre. Ou heureusement. Heureusement, on sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que vous auriez eu le chauffage, la clim, la télé, le café. Mais en tout cas, donc ce que nous disait la maire actuelle d'Achotalom, c'est que effectivement dans Achotalom même, alors c'était pas des personnes qui étaient originaires d'Achotalom, mais c'était un petit réseau qui s'était installé à Achotalom exprès pour justement organiser le passage des migrants. Alors ce sont des Hongrois qui ont été mis depuis derrière les barreaux, mais c'est dire que effectivement ces réseaux de passeurs qui sont quand même ultra majoritairement constitués d'étrangers, continuent à œuvrer à la frontière. Et ce qui, en tout cas de l'avis de beaucoup d'observateurs, a quelque peu réactivé, on va dire, le flux migratoire, c'est la libération par le gouvernement hongrois au printemps d'environ 1400 passeurs étrangers, avec l'argument que ce sont des gens qui coûtent cher aux contribuables hongrois, et la condition en fait fixée à leur libération, c'était qu'ils quittent le territoire hongrois dans les 72 heures. Alors évidemment, personne ne contrôlait ça. Dans certains cas, certes, ils étaient reconduits par exemple à la gare de Szombathely dans l'ouest de la Hongrie pour être sûr et certain qu'ils quittaient le pays, notamment en direction de l'Autriche. Ça avait entraîné d'ailleurs un conflit assez puissant avec l'Autriche voisine qui avait immédiatement rétabli les contrôles aux frontières. Mais tout ça pour dire que cette réalité des passeurs et de la libération des passeurs, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs, c'est un élément qui a contribué au regain du flux migratoire qu'on a observé depuis le début de l'automne. D'accord. Juste Vincent, tu disais qu'il y avait des victimes, on s'en doute, parmi les réfugiés qui passent la frontière. Est-ce qu'on a des idées un petit peu de chiffres ou Alors moi je suis pas journaliste, je demande à mes amis journalistes, mais on voit régulièrement, presque de manière hebdomadaire, des petites tragédies depuis un peu plus d'un an, je dirais. Donc j'estime à plusieurs dizaines de victimes qu'on pourrait avoir, mais il faudrait revérifier les chiffres exacts. Mais c'est devenu assez courant, quoi. On a vu aussi, on a retrouvé aussi des groupes de réfugiés cachés dans des quartiers de Budapest, notamment de manière assez spectaculaire dans une maison juste à côté. Ah oui, c'est vrai. 90, je crois. Viktor Orban, sur une colline très cossue de Bouddha, des appartements qui sont loués, il y avait une histoire assez glauque au petit matin, une voiture qui s'est arrêtée qui avait déposé un corps d'une personne décédée dans l'hypercentre de Budapest. Donc je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas qu'un épiphénomène, mais qui est quand même assez présent, et les ordres de grandeur que donnait Corentin tout à l'heure de 5000 personnes qui seraient actuellement en Serbie, c'est aussi dans une logique d'un flux continu. Moi j'étais en Serbie il y a un peu moins d'un an, et c'est ce que j'avais observé, c'est-à-dire que les gens passent très vite, ils arrivent, ils prennent un bus, ils prennent le bus suivant, ils vont à la frontière, ils passent peut-être 2-3 jours le temps de trouver ils prennent des taxis aussi le passeur, exactement, ils sont arnaqués aussi par des taxis ou des gens qui les conduisent au sein de la Serbie, etc. Et puis ils tentent leur chance, quoi. Et j'ai aussi cette expérience prenant très 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 régulièrement les trains de nuit entre Budapest et la France. On se retrouve très régulièrement, en particulier dans le Budapest-Zurich de nuit, montent des quantités non négligeables de réfugiés ou de migrants, de gens en exil, pour prendre un terme plus générique, qui sont arrêtés à la frontière du Liechtenstein, puisque c'est la seule frontière où il y a un contrôle, et qui sont mis en rang de manière régulière, et à chaque fois que je le fais, il y a entre 50 et 200 réfugiés qui sont arrêtés à la frontière de Liechtenstein, qui en grande majorité sont plutôt des profils jeunes hommes en groupe, qui très peu parlent anglais, j'essaie de discuter avec eux à chaque fois, et qui sont plutôt des très jeunes qui viennent plutôt du Pakistan ou d'Afghanistan. Pour cette route-là, après on va trouver des gens du Maghreb, on va trouver des gens de différentes origines, et les familles, moi j'ai beaucoup moins vu, donc ce serait intéressant de savoir d'où viennent les familles avec les enfants. Mais d'ailleurs, d'un mot, juste avant de passer la parole à Daniel, effectivement tu parlais de personnes du Maghreb. Nous, c'est ce qu'on avait constaté notamment avec Corentin l'année dernière quand on était dans le secteur de Hol-Gauche, c'est que vraiment il y a des zones où c'est par nationalité ou par origine géographique. Nous, à côté de Hol-Gauche, on avait
rencontré quasiment que des francophones. C'est-à-dire il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, et qui n'attendaient qu'une chose, c'était d'essayer de pouvoir passer, ou alors qui avaient déjà tenté une dizaine de fois de passer. On l'avait vu à Rabat par exemple, à la triple frontière Hongrie, Serbie, Roumanie. Voilà, disons que dans le nord, extrême nord-est de la Serbie, on est plutôt sur des francophones, tandis que voilà, à partir de Horgosh vers l'ouest en allant vers Sombor, on est plutôt sur effectivement des Afghans, des Pakistanais, tout ce qui est Moyen-Orient et autres. On avait rencontré par exemple l'année dernière, je m'en souviens très bien parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, un ancien journaliste afghan à proximité du camp de Subotica. Donc Subotica, c'est la grande ville, on va dire, de l'extrême nord de la Serbie, et qui nous racontait justement qu'il allait essayer de passer, mais on sentait une certaine comment dire ça, une appréhension, mais aussi surtout un dépit, parce qu'il savait que passer la frontière hongroise ce serait extrêmement dur, et que voilà, beaucoup de ses camarades avaient été blessés par les forces de l'ordre hongroises ou matraqués par les forces de l'ordre hongroise, qui aujourd'hui sont plutôt dans une position, j'allais dire presque défensive, voire même craintive par rapport à l'augmentation ou à la recrudescence de la violence des groupes de passeurs, quoi. Et après, il y a la... Pardon, ouais. Juste une petite phrase. Après, il y a la tactique classique qui avait déjà été initiée il y a très longtemps et théorisée notamment par le président Nicolas Sarkozy quand il était président de la République française, qui consiste à faire passer le message dans les réseaux qui sont très très bien organisés, dans les réseaux de communication qu'utilisent les personnes en exil, oui. De faire passer le message que ne passez pas par cette route-là parce que vous allez souffrir énormément. Donc il s'agit systématiquement d'en blesser quelques-uns, d'en attaquer quelques-uns pour que le message passe, en espérant qu'ils essayent d'aller vers d'autres voies, vers d'autres pistes, d'aller vers d'autres pays, et ainsi de suite, quoi. C'est un peu le jeu. Tu parlais de réseau. Il faut quand même savoir que les passeurs se font en fait leur propre pub via TikTok, réseau social qu'on connaît quand même assez bien depuis quelques années. Et en gros, ils montrent comment ils narguent les gardes frontières hongrois et comment ils arrivent à faire passer des groupes entiers dans les trous de la clôture dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Et vous, pendant votre séjour, disons, à la frontière, vous avez été embarqué, entre guillemets, avec ces personnes qui gardent la frontière, hein? Enfin, vous les avez suivis, Daniel, tu peux parler de Shandor, qui est quand même... voilà. Oui, on a été embarqué avec le garde champêtre, justement Shandor, et pour poursuivre par rapport à la discussion, c'était pour avoir un ordre d'idée de passage où on était. Ce que racontait Shandor, c'était qu'il y avait eu en gros entre 1500 et 1700 passages par jour. Donc et que s'ils prenaient 20% des gens qui passaient, c'était énorme. Et donc bon, pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur place. Donc là, effectivement, quand on circule avec lui, qui fait sa patrouille, enfin comme sur le mur américain, enfin, mais il est tout seul, c'est ça quand même. Il y a 175 km de frontières et de murs, et donc on est là quand même dans un endroit où tout est possible à tous les moments. Bon, on voit effectivement les grillages qui sont complètement percés, rafistolés comme ils peuvent, avec ça tient par des bouts de ficelle quasiment, et on voit la tâche que ça représente pour les gens sur place et la police hongroise. Enfin, on l'a croisé, la police hongroise. C'est vrai, ouais. Au moment de la relève, justement. Ils étaient 3, et donc ils ont une relève toutes les 12 heures, entre 6 heures du matin, 6 heures le soir, et donc entre-temps, de jour ou de nuit, bon, ça reste un endroit où le passage est possible, et on le voit bien, parce que c'est là où tout le monde arrive. Donc il y a un problème politique. Hein, est-ce qu'on pourrait dire que le gouvernement ne se donne pas les moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'ils ont créé un mur immense, et à côté il n'y a pas assez de personnel pour le garder ou le maintenir en bon état, etc. Oui, enfin ça on peut le dire, hein. Je pense qu'ils le disent tous d'ailleurs, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas tirer quoi qu'il arrive, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ouais, enfin, il y aurait des morts sinon. Ne leur donne pas d'idée. Non, mais pour témoigner, c'est tout, de ce qu'ils disent eux. C'est-à-dire la répression entre guillemets des migrants, comme on dit, et après de prendre les passeurs surtout, parce que c'est là où ça se pose un vrai problème. Alors il y a ces courses-poursuites, on voit les dégâts et les vestiges dans les bois, avec les voitures abandonnées, les vannes. Ça c'est hallucinant. Et il racontait quand même que dans un van
avec les enfants, les femmes, les hommes, il y avait une 60aine de personnes une fois qu'ils avaient intercepté. Ce qui est énorme parce que, on n'a pas les prix, mais a priori de ce qu'ils disaient, c'était quand même 800 € le passage, enfin en moyenne, donc à 60 personnes le passage. C'est rentable. Et donc les voitures sont volées, ce qu'on disait tout à l'heure, ou louées, et puis abandonnées, parce que le fait de louer, même si ça revient cher, de ce qui freine par le passage des migrants, est nettement rentable. Avant de donner la parole à Vincent, on a parlé du fait que certains réfugiés migrants avaient été blessés et tués. Est-ce qu'il y a des blessés du côté des forces de l'ordre hongroises? Parce qu'apparemment ça devient de plus en plus violent. Est-ce qu'ils en parlent? Les chiffres existent? À notre connaissance, non. Et à mon avis, s'il y en avait eu, on le saurait. Ce sera abondamment montré à la télé. Ils sont attaqués, ça c'est sûr. Blessés, on ne sait pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on était à Chautalom. C'est l'extrême droite qui gère la ville et depuis longtemps. Leur position, c'est que le gouvernement de Viktor Orban est laxiste. Ce qui est, alors que Viktor Orban, à l'échelle européenne, il est considéré comme quelqu'un très extrémiste contre l'immigration, etc. Quand on patrouillait avec le garde champêtre, on croisait quand même pas mal de voitures de police. Enfin, on en croisait toutes les 5 km. On croisait une patrouille sur 175 km. Donc, faut prendre du recul avec le discours des gens là-bas qui nous disent on est complètement abandonnés par l'État. Mais clairement, ce qu'ils veulent, c'est que la législation leur permette de pouvoir ouvrir le feu sur les gens qui passent. Alors, tout en prisant, notre intention, c'est pas de les tuer, mais au moins qu'on puisse dissuader. Qu'on leur tire dans les pattes, quoi. Au moins les mutiler. Voilà. Parce que ils savent qu'on n'a pas le droit de tirer, donc c'est la blague, donc ils nous respectent pas, ils nous caillassent, et puis en clair, ils disent la peur d'un changer de camp, et pour ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils manifestent au moment où on parle. À la frontière, le parti d'extrême droite Notre Patrie, Gierzinck, pour réclamer une politique beaucoup plus dure contre l'immigration. Alors que Viktor Orban, on peut pas dire non plus que c'est un laxiste. Non, mais c'est pour ça que c'était assez intéressant, même la rencontre avec la maire ou la mairesse, je sais pas comment on peut dire, disons Madame la mairesse. Madame la maire. Parce que au-delà du discours politique, de toute façon, elle a un discours politique, mais ce qu'elle racontait aussi, c'était l'insécurité que ça présente par rapport aux gens qui sont sur place. Et donc, ils font le lit de l'extrême droite. C'est-à-dire que, de fait, il y a cette position qui est plutôt facile pour l'extrême droite, qui raconte, que ce soit en Hongrie d'ailleurs ou ailleurs. Mais simplement, c'est qu'il y a ce discours derrière qui est très prenant pour les habitants. Et donc, à partir de là, de broder tout ça autour de la campagne électorale ou la politique, enfin de se faire élire sur ce programme, ça pose un problème, parce qu'on le voit même aujourd'hui, dans le sens où on n'a pas eu de nouvelles, mais il y avait un rassemblement à Chautalom, justement. À Chautalom, de l'extrême droite, appelé par Notre Patrie, où il y avait même un représentant de l'AfD, l'extrême droite allemande, qui devait venir parler, donc sur le poste frontière, enfin sur la frontière. Donc il y a une politisation, elle n'est pas nouvelle, mais là qui est extrême, avec des thèmes qui sont récurrents sur l'insécurité, l'identité, et donc c'est autour de ça qu'on c'est du bain béni pour eux. J'ai plein de choses à dire, juste une petite précision. Laszlo Toroczkai avait été élu avant, si je me souviens bien, et je parle sous le contrôle de c'est à l'automne. De mes amis, il avait été élu avant que la vague de réfugiés arrive. Absolument. Et qu'il a eu le nez fin, même s'il est originaire de cette région, puisqu'il est originaire il était étudiant à Szeged. Mais il a toujours dit d'ailleurs que c'est lui qui avait proposé de mettre en place la clôture, et qu'au début le gouvernement Orban ne l'avait pas écouté, et qu'en gros il avait piqué son idée, quoi. Mais deuxième précision sur les moyens, il y a la police hongroise qui est sur place, les autorités hongroises, avec le soutien à la coopération régulière de différents pays de la région, notamment la Slovaquie, Frontex aussi, l'OTAN. Frontex un peu moins, et ce que tu évoquais tout à l'heure, Joël, dans ce coup assez tordu et mesquin de la part de Viktor Orban de libérer les personnes arrêtées, les passeurs, en posant une forme d'ultimatum. Orban se plaint régulièrement d'être celui qui est en première ligne. La Hongrie met les moyens et n'a pas de soutien suffisant de la part de l'Union européenne pour faire le sale boulot en s'en lavant les mains que personne ne veut faire, et tout le
le monde le félicite, le remercie de manière assez cynique et cachée. Une petite question avant de donner la parole à Joël. Et comment réagit la population qui est à la frontière? Donc apparemment il y a une partie qui vote pour l'extrême droite. Est-ce qu'il y a également de l'empathie pour ces gens qui traversent? Je suppose que c'est divers. Nous, en fait, outre la maire d'Achot-Talom, on a rencontré Madame la maire de Rouja, donc le village dont je parlais tout à l'heure, qui a une vingtaine de kilomètres de la frontière. Et elle, pour le coup, elle avait un discours un petit peu plus quand même mesuré que la maire d'Achot-Talom. Elle disait une phrase que je trouvais assez drôle. Elle dit, de toute façon, le migrant, il va pas venir ici pour la maire d'Achot-Talom. Elle disait une phrase que je trouvais assez drôle. Elle dit, de toute façon, le migrant, il va pas venir ici pour ramasser des feuilles avec un râteau, quoi. Enfin, je veux dire, il a aucune envie de rester en Hongrie. La Hongrie n'est qu'un pays de transit. Voilà, ce qui est dramatique surtout, c'est l'accumulation, on va dire, des drames humains et aussi l'insécurité ou la crainte que ça peut provoquer parmi les habitants. Elle nous disait que voilà, c'est une peur à laquelle les gens de Rouja et même de la région n'avaient jamais été habitués, et que voilà, quand par exemple le fermier qui voit des migrants essayer de forcer son jardin et qui doit refaire sa clôture 5 ou 10 fois, qui n'a jamais vu probablement une personne à la peau basanée de sa vie et se demande ce qu'ils peuvent bien vouloir faire là et s'ils vont pas essayer de le braquer, c'est vrai que ça peut provoquer des tensions, quoi. Oui, bien sûr. Alors, dès le lendemain matin, dans ma voiture, j'écoutais l'allocution hebdomadaire de Viktor Orban. Le sermon, tu veux dire. Voilà. Et sur Cochoute Radio. Et le premier thème qu'il a abordé, c'était renforcer la frontière serbo-hongroise. Ça tombe bien pour lui. En faisant le lien avec la guerre au Moyen-Orient en ce moment, en disant le terrorisme international va regagner en activité. Pour s'opposer au terrorisme, il faut absolument renforcer cette frontière. Ce qui nous amène à une chose, c'est qu'effectivement en 2015 il y a des terroristes qui sont passés par là-bas. D'ailleurs, Chandor, le garde champêtre lui-même, nous disait qui est terroriste, qui n'est pas terroriste dans cette histoire, et Daniel derrière dit j'en sais quelque chose, et tu peux nous raconter cette scène à ce moment. Oui, parce que la Chandor, il n'en croyait pas ses oreilles, de fait, il comprenait pas que je lui dise que moi-même j'avais été blessé au Bataclan par Mostefai, enfin celui qui m'a tiré dessus. Et dans les rapports et les enquêtes qui ont été faites sur les attentats de 2015, il a été montré que Mostefai et Abdeslam sont passés à Budapest. Il est même allé les chercher, Abdeslam, à la gare de Keleti. Et donc, effectivement, de ses craintes, de ce qu'il pouvait raconter ou dire, voilà, il y a des terroristes qui passent, c'est une réalité. Alors à partir de là, comment reconnaître un terroriste? On ne sait pas. Si on le savait, ça serait beaucoup plus simple. Mais simplement, c'est qu'effectivement, le discours qui a été tenu, et le discours d'Orban vendredi matin à Kossuth Radio, de dire qu'il avait eu raison de pas faire ça, de pas laisser les migrants s'installer en Hongrie en 2015, que de fait ça serait devenu des mini Gaza. Budapest, ça aurait pu. C'est ça, on veut pas de mini Gaza. Un mini Gaza faisant le lien avec la guerre au Moyen-Orient. Et donc ce discours est très 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 prenant et très a une signification et politique et en même temps est entendu dans la population. Et nous on l'a vu de fait sur place. Alors ils font peut-être pas trop le lien tout de suite, mais dans le quotidien c'est un peu ça. Et effectivement par rapport à 2015, il y a eu par rapport à la Hongrie, une vraie dissidence par rapport à l'Europe qui était d'accueillir les réfugiés. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour Orban, il en tire les bénéfices, mais bien évidemment, il y a un laisser-faire aussi d'une certaine manière du côté hongrois, et il élève le ton vis-à-vis des Serbes quand ça commence à aller mal. Et c'est tout, mais le reste, il y a aucune solution humaine et politique
qui était trouvé par Orban, quoi qu'il arrive. Hein. Mais d'ailleurs, tu évoquais le lien, on va dire, entre immigration et terrorisme qui est établi. Il est clairement établi dans ce rapport qui a été publié fin octobre, 2 jours avant la fusillade à Orgos, qui expliquait, qui resituait un peu, les bandes de passeurs qui s'affrontent à la frontière et tous ces troubles, qui peuvent éventuellement engendrer une augmentation ou une recrudescence des actes terroristes en Europe. Effectivement, comme tu le disais à l'instant, notre ami Sándor, le garde frontière, n'en croyait pas ses oreilles quand on lui expliquait que tu étais un survivant du Bataclan, et il avait eu cette phrase que je trouve quand même assez dure. Il dit vous avez vu à l'époque ce que vous avez pu vous prendre, etc., et ça va recommencer, quoi. Sous-entendu, l'Europe occidentale n'a pas appris la leçon de la crise migratoire de 2015 et des attentats terroristes qui se sont succédés, je pense à Paris, à Bruxelles et à d'autres villes en Europe, à Cologne ou autres, et qu'en gros aujourd'hui l'Europe occidentale va payer le prix d'avoir accepté autant de migrants et de laisser, on va dire, la Hongrie et les autres pays se démerder un peu tout seuls dans cette histoire, quoi. Donc là, je vais restituer le discours de Sándor, là. Voilà. C'est ce que Sándor nous disait, quoi. Et sans copinage, je renvoie les auditrices et les auditeurs, et je suggère que l'on mette en lien en dessous du podcast de l'émission le superbe article que Daniel t'a signé à la fin de l'été, si je me souviens bien. Début septembre, où tu racontes un peu cette expérience, cette rencontre incongrue entre le moment où tu viens en Hongrie, tu es victime des attentats du Bataclan, et cette période-là, les terroristes font le chemin inverse. Et je crois que c'est important de rappeler ce chiffre, parce que ça fait vraiment 9 ans que ça dure. Et quand tu posais la question, comment non, ça a commencé à l'automne, de 2014, quoi. Et moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir de la belle famille à Chottalum, et on avait fait une émission dès le début de l'année 2015 sur cette ouverture de cette route, etc. Et je me rappelle que je témoignais qu'au départ, les gens d'Achottalum me disaient qu'ils avaient une posture plutôt bienveillante. Oui. Par rapport aux personnes qui arrivaient, il y avait une forme d'empathie, de solidarité. Ils étaient très surpris et très choqués. On n'est pas dans une région les plus émancipées d'Europe, forcé de le reconnaître. C'est pas un hasard si Torotskaï avait été élu quelques mois avant que toute cette affaire commence dans ce village-là. Mais au bout de 9 ans, on peut comprendre, quand j'en discute encore avec la belle famille aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a une forme d'exaspération, aussi une crainte, parce que c'est des gens qui ne comprennent pas nécessairement tous ces enjeux géopolitiques dont on parle aujourd'hui, et qui sont aussi extrêmement influencés par toute la propagande d'État qu'il peut y avoir sur les risques terroristes, qui sont extrêmement exagérés, bien que non existants. Et donc se laisser faire, non pas de la part de Viktor Orban, qui dès le départ a su l'instrumentaliser à des fins électoralistes de manière assez brillante, mais se laisser faire de la part des forces politiques dites progressistes, et je pense notamment à nos amis à Bruxelles, au Parlement européen, à la Commission européenne, etc., depuis des années et des années, voire des décennies autour de ces questions migratoires, le fait de ne pas avoir de cadre politique sérieux pour apporter une réponse à la fois digne et à la fois bien organisée pour éviter ce bordel généralisé, ça fait le lit des extrêmes droites, des peurs et de l'instrumentalisation politique. Juste pour continuer sur la frontière, une des mesures phares, c'était la création de cette force, les chasseurs frontaliers. Les Hotar Vodas, si je me trompe bien. Et apparemment, c'est pas un si grand succès que ça, c'est un peu en perte de vitesse. Non, alors en fait, les Hotar Vodas, à la base, ce que Viktor Orban avait dit, d'ailleurs c'est drôle parce que quand on avait été l'année dernière à la frontière avec Corentin, c'était justement le moment où Viktor Orban annonçait le renforcement du corps des chasseurs de frontières ou chasseurs frontaliers. L'objectif fixé par le gouvernement Orban, c'était d'avoir 4000 Hotar Vodas, donc 4000 chasseurs frontaliers sur la zone sensible, donc sur ces fameux 175 km dont Chottalum fait partie, et forcé de constater que c'est un échec cuisant. Puisque d'une part aujourd'hui sur l'objectif 4000 on est à 1150
Rotarvodas qui servent de fait sur la frontière. D'autre part, qui sont une bande d'amateurs et de bons à rien. Voilà. Comment dire de notre ami Chandor. Voilà, qui sont voilà. C'est tes sources, hein, parce que faut le préserver. Et que 300 chasseurs de frontières sont partis au cours de l'année 2023, parce qu'il faut quand même savoir que c'est des conditions de travail extrêmement pénibles, que le salaire n'est pas forcément à l'avenant, et que ce qu'on leur avait vendu comme voilà une possibilité d'emploi presque, je dirais pas facile, mais voilà, protéger son pays, avoir voilà un rôle dans la défense de la Hongrie, ça n'empêche pas que on se fait caillasser, on se fait attaquer, c'est un environnement extrêmement hostile, et en touchant, j'en sais rien moi, 800 balles par mois, c'est pas forcément le plus attrayant en Hongrie, d'une part, et d'autre part, cette fameuse histoire des chasseurs frontaliers, moi je m'en souviens très, parce que au début où ça a été mis en place en 2017, j'ai fait plusieurs fixings, comme on dit, j'ai accompagné des équipes de télévision pour voilà, j'allais dire presque, parce que évidemment ils étaient vraiment en mode on veut faire la promo des Rotarvadas, on veut montrer à quel point c'est efficace et on est capable de protéger la frontière, mais quand on a vu les trous, moi je plaisantais avec Chandor, le garde champêtre, je disais mais en fait c'est aussi trop qu'un fromage suisse ce truc quoi. Il y a vraiment tous les je sais pas moi 150-200 mètres on voyait des entailles dans la frontière, enfin les passeurs ils coupent ça à la disqueuse ou à n'importe quoi, enfin peu importe, mais on a l'impression que ils sont presque en toute impunité sur place. Et juste une dernière chose, puisqu'on parlait du parallèle entre 2015 et 2023, souvenez-vous messieurs dames, en 2015, Viktor Orban, au printemps, lance une consultation nationale sur l'immigration et le terrorisme, donc directement après les attentats de Charlie Hebdo, et au moment où cette route s'ouvre, en plein dans la montée en puissance de l'ouverture de cette route. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, dans la future consultation nationale que le gouvernement va lancer, l'immigration sera naturellement l'un des thèmes qui sera soumis à l'opinion des Hongrois. Donc c'est dire à quel point l'immigration est un cheval de bataille, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas à quel point Orban utilise et instrumentalise l'immigration depuis 8 ans, y compris malgré les failles, notamment ces histoires de chasseurs frontaliers quoi. Vincent ? Non, juste un petit élément de contexte pour celles et ceux qui connaissent moins bien la Hongrie, c'est que la Hongrie est une société où il y a très peu de violence dans les espaces publics, et c'est aussi ce qui est vécu par les forces de police, etc. Et moi j'ai des témoignages de membres de ma belle famille qui ont été dans ces forces et qui ont très vite démissionné par peur. Ah, chasseurs frontaliers. Ah ouais. Et par peur, en disant parce qu'ils avaient jamais connu ça de toute leur vie. Bah oui, et il y a un peu ce malentendu quand je donnais des éléments de contexte aussi sur les populations locales par rapport au fait de voir passer des quantités importantes de personnes qui viennent d'autres régions du monde, etc. Il y a aussi ce contexte particulier de la Hongrie qui ne connaît pas, qui n'a pas cette expérience, qui est beaucoup moins le cas quand on est à Budapest, ou même aujourd'hui la ville de Szeged à côté, qui connaît un grand nombre d'étudiants qui viennent de partout à travers le monde. Vu de France, ça peut paraître compliqué à comprendre, mais il y a aussi cette particularité-là, quoi. Et ça a été un véritable échec. Ça a été fait en grande pompe avec beaucoup de communication, des belles cérémonies merveilleuses, etc. Et aujourd'hui, c'est un échec. Juste une petite parenthèse, ils ont quand même eu dans cette région, il y a quand même eu l'expérience des réfugiés des guerres yougoslaves dans les années 90. C'est vrai. Il y a quand même... Mais qui n'étaient pas des Fekete-Mbert comme ils nous disaient. C'est pas des Noirs. C'est pas des Noirs. Il y a quand même beaucoup de gens de Bosnie qui étaient plusieurs dizaines de milliers qui s'étaient réfugiés dans le sud de la Hongrie, tout s'était très bien passé, etc. Donc faut pas essentialiser les choses non plus, mais c'est vrai, comme dit Vincent, voilà, quand on est dans le contexte là-bas, on comprend que et puis concrètement en plus, c'est depuis la frontière étant à ce point militarisée et défendue, il y a les gens qui vivent là-bas n'ont jamais l'occasion d'avoir une interaction avec les migrants qui passent. Pour eux, la migration, ça s'arrête aux aboiements des chiens. Tout le monde a des chiens. Dans les champs. Les chiens aboient tout le temps. La nuit, on entend les chiens qui aboient la nuit. On voit les affaires qui sont laissées derrière eux par les migrants. Oh, c'est catastrophique. Regardez comme ils sont sales. Ils ont laissé. Il y a des détritus dans les bois. Et les couches dans les bois. C'est terrible. Mais voilà, mais il y a pas, il les voit, quand il les voit, c'est vraiment de façon très furtive. Ce qui est différent de la situation de 2015, où vraiment en 2015, il fallait la qualité, même à la frontière, voilà, il y avait des petits groupes de citoyens qui étaient assis au bord des routes.
qui donnait de l'eau, qui faisait ce qu'il pouvait. Bon, il pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait tellement de gens qui. Mais là, il y avait eu vraiment une rencontre aussi furtive soit-elle. Il y avait là aujourd'hui pas du tout. Et ensuite, une rencontre qui se passait comme il me racontait. Ils essayaient d'éviter la rencontre parce que personne ne parle anglais dans la région. Les réfugiés ne parlaient pas nécessairement bien anglais. On savait qu'il y en avait qui allaient s'asseoir le lendemain là, donc on laissait de la nourriture en se cachant et on voyait qu'après la nourriture était partie, on mettait tout, etc. Donc il y avait des gestes de solidarité mais qui se passaient pas par un lien humain directement. Je me permets une petite minute de légèreté. On parlait de l'efficacité de la frontière. Le président croate a fait une saillie contre Orban en disant mais la frontière entre la Hongrie et la Serbie c'est une blague, on rentre dedans comme on rentre dans un parc d'attractions. Et sur ce à quoi a répondu Orban, le directeur du cabinet du Premier ministre, a dit essaye de franchir la frontière là-bas. Tu vas voir, je vais te faire courir le Croate. En gros, c'était ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant et ça fait aussi, ça fait quand même évidemment le jeu du gouvernement Orban qui utilise cette question migratoire à souhait pour cacher ses propres défaillances, notamment sur les trous dont on parlait tout à l'heure. Quand on patrouillait avec Chandor, il disait mais c'est une blague, quoi. Enfin, regarde, ils auraient même pas eu besoin de couper le truc, ou alors même avec une pince, vite fait. Enfin, c'est vrai que visuellement, ça peut paraître impressionnant, cette clôture. C'est vrai aussi, comme nous l'ont dit les gens sur le terrain, que ça ralentit le phénomène. Mais bon, quand on voit que, par exemple, je sais pas moi, une razzia de l'armée serbe, alors je dirais pas que c'est forcément plus efficace parce qu'ils reviennent après, mais en tout cas ça fait beaucoup plus de bruit que un gouvernement hongrois qui a sa clôture depuis 8 ans. Bon, il y a de quoi se poser des questions, et surtout quand on promeut l'efficacité d'un dispositif qui en fait au fond ne fait que laisser passer ce qui arrive. Joël, je vais te dire comme a dit Orban essaye. Non mais c'est vrai. On était côté hongrois, on était planqué, j'avoue. Voilà. Et est-ce que le gouvernement Orban veut utiliser cette situation pour rebondir d'une certaine façon, pour proposer, je sais pas moi, des mesures plus strictes à la frontière ou C'est difficile d'imaginer parce que malgré le discours de nos amis à Chotalom qui dénoncent le laxisme, objectivement tes amis notre pote Chandor, bien sûr. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut être fait de plus à part donner l'autorisation de tirer sur les gens? Bon, le gouvernement a promis encore des mesures législatives pour renforcer la sécurité. Moi, je sais pas si. Oui, mais en même temps, ce que disait Orban vendredi matin, c'est que la bataille des Européens de juin prochain va se faire là-dessus. C'est-à-dire que lui-même veut fédérer toutes les droites, extrême droite européennes pour en faire un thème de bataille et de pouvoir faire fédérer effectivement tout ce monde-là sur ce thème. Donc je pense que ça va durer et ça durera des années, mais là sur ce thème précis, politiquement ça va être assez intéressant pour la bataille des Européennes. Oui, c'est vraiment au niveau européen que Orban peut espérer faire bouger les lignes comme il avait déjà aux dernières européennes. Même si la percée populiste qu'il attendait n'a pas eu lieu. Voilà, mais bon. Non, moi je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement déprimant et fatigant. Une fois de plus, ça a commencé il y a 9 ans. C'est pour ça qu'on boit. Il y a 8 ans, on était en plein cœur de la vague des réfugiés. Depuis, politiquement, il n'y a strictement rien qui ne s'est passé. Culturellement, les idées que défendait de manière populiste, opportuniste, électoraliste Viktor Orban ont imprégné le débat politique. Ça, c'est une victoire quand même. Ont imprégné quasiment l'ensemble des sociétés européennes, et on voit à travers les non-débats ou la médiocrité des débats qu'il peut y avoir en France actuellement sur la loi immigration, une absence de réponse politique à la hauteur des enjeux face à la détresse de populations non négligeables qui, pour la grande partie, sont les victimes de cette décennie de crimes de guerre commis par les États-Unis dans ce qu'on a appelé la guerre contre le terrorisme, dans une période où les tensions redeviennent extrêmement fortes par rapport au conflit israélo-palestinien, et je trouve ça extrêmement inquiétant que le politique ne soit pas à la hauteur de ces enjeux-là depuis déjà trop longtemps, et encore moins aujourd'hui. Fabien, tu voulais dire quelque chose, hein? Je voulais dire un petit quelque chose, en fait, en ayant habité dans le Nord, finalement pas très très loin de Calais, où d'ailleurs le prix des passeurs est beaucoup plus important, en fait, c'est plutôt autour de... C'est techniquement plus compliqué. Il y a une mer à passer. Il y a une mer, bon, la clôture à côté, c'est peanuts. De vraiment bloquer les migrants
Totalement. Alors qu'en Hongrie, je pense que le blocage total n'est pas vraiment le but. Ils veulent plutôt que les migrants passent ailleurs, parce qu'ils savent que c'est impossible de bloquer un flux. Donc finalement, surtout sur Terre, oui. Voilà, surtout sur Terre. Donc l'idée, c'est finalement de leur dire de ne pas passer par là, mais de passer ailleurs. C'est pour ça que c'est possible de passer peut-être plus facilement que sur un petit canot de sauvetage dans la Manche, mais voilà, ça les dissuade et peut-être qu'ils vont passer plus par l'Autriche ou par d'autres chemins. Bien sûr, et de ce point de vue, la clôture, malgré ce que disent nos amis à Chottalom avec des guillemets, on les voit avec tes doigts, on les voit, pour ceux qui nous regardent. Est quand même efficace, entre guillemets aussi, parce qu'à partir du moment où, sûr. Contrairement à ce qu'a dit Joël, il n'y a pas 1 million de personnes qui sont passées par la Hongrie, il y en a 400 000. Il y a 1 million de personnes qui sont arrivées en Europe cette année-là. Pardon. Dès lors je confondu les chiffres. La clôture a été scellée le 15 septembre, le flux, comme disait Fabien, s'est dévié vers l'ouest, qui était le but des Hongrois, et est passé par la Croatie, puis la Slovénie. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule route des Balkans, il y en a plusieurs. Il y a celle qui remonte par la Hongrie, il y en a une qui part plus à l'ouest, de gens et qui se concentrent. Il y a un point de fixation dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, de gens qui essayent de rentrer dans l'Union européenne par la Croatie. Mais les techniques et les méthodes de nos amis croates ne sont pas plus sympas que celles des Hongrois. Et la difficulté est la même, ce qui fait que voilà, il y a quelques milliers de personnes dans le nord-ouest de la Bosnie, quelques milliers dans le nord-est, dans le nord de la Serbie, et chacun cherche son chemin. Et puis il y a ceux qui meurent régulièrement dans la Méditerranée et en fait et dans la mer Manche. Ce que l'on voit et ce que l'on sait, ce que l'histoire nous apprend, c'est que face à ce type de détresse, il n'y a aucun mur, aucune répression, aucune mer qui arrête l'espoir d'avoir une vie meilleure. Et il n'y a que des réponses politiques à la hauteur des enjeux qui peuvent être efficaces. Là, c'était de construire des ponts plutôt que des murs, comme. Ouais, tout à fait. Sachant qu'il n'y a jamais de mur que l'on ne passe pas, quoi. Exactement. Daniel, on sera bientôt le 13 novembre. C'est un anniversaire, tu peux nous en parler ? Oui, enfin, c'est important, c'est une date importante, le 13 novembre, ça sera le 8e anniversaire, j'aime pas trop le mot, mais commémoration des attentats de Paris. Donc il faut quand même rappeler, il y a eu près de 200 morts, et donc le traumatisme que ça a créé au sein en France, mais aussi dans le monde entier. Et donc il y a toujours un peu de conserver cette mémoire tous les ans, de le commémorer, d'y penser d'une manière ou d'une autre. Il y a eu un procès très important qui s'est déroulé l'an dernier. Auquel tu as participé. Oui, j'ai participé, j'ai été témoin. Et donc, pour certains, la page a été tournée. Ce qui est mon cas, enfin bon, voilà, ça reste toujours présent, mais il y a des traumatismes qui demeurent, il y a des gens blessés, il y a des familles endeuillées, c'est difficile de faire le deuil de son enfant qui était allé danser, écouter de la musique ou aller boire une bière sur une terrasse. Donc il y a tout ça, il y a eu un changement de paradigme après complet au niveau politique, et donc on le voit, notre discussion en fait partie aussi, et nos reportages et nos analyses autour de ça, et je pense que le 13 novembre, reste une date fondamentale maintenant, malheureuse, noire, mais qu'il faut, sur laquelle il faut réfléchir et se pencher à chaque fois. Et je pense dans 2 jours, on aura une pensée pour tout le monde, et il y aura sûrement des commémorations, des choses qui seront faites. Voilà. Moi, juste d'un point de vue personnel, mon but maintenant, enfin ce que je vais faire la semaine prochaine d'ailleurs, je vais dans les collèges. Et quand je suis invité par les profs ou par d'autres collèges pour discuter avec les collégiens qui ont 14 ans, qui ont une vision, une appréhension totalement différente de ce qui s'est passé, et avec les événements que nous vivons maintenant au niveau international. Donc je veux dire, c'est de perpétuer cette mémoire et de raconter les faits, quoi, et non pas les interpréter. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci Daniel. Donc nous allons passer à la rubrique culturelle. Sans transition. En vrai je te veux plus près, mais je ne peux pas le dire comme ça, tu sais. En vrai je te veux bien près, mais ça ne se dit pas comme ça chez moi, tu sais. Lis entre les lignes,
décode mes failles. Je laisse des signes à chaque message. En vrai, je te veux plus près. Mais je ne peux pas le dire comme ça, tu sais. Que les mecs comme toi, ils disent aimer les mots dénudés, mais ce n'est pas vrai. Les mecs comme toi, ils disent vouloir que je naturel, mais ce n'est pas vrai. Il faut être clair, mais pas trop. Un minimum ma pile avec un pinceau. Car les mecs comme toi, ils disent aimer les mots dénudés, mais ce n'est pas vrai. En vrai, tu m'as envoûté, mais je ne peux pas le dire comme ça, tu sais. En vrai, je suis hypnotisé, mais ça ne se dit pas comme ça chez moi, tu sais. C'est un jeu qui perd tout son intérêt. Si je t'évoque toutes mes cartes, je dirais. L'agenda culturel. Donc Fabien, quoi de neuf à Budapest, question culturelle? Alors, il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est la 37e compétition individuelle de kendo. Alors, c'est pas vraiment de la culture, ça. Plus sportif que culturel. Mais bon, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Bon, faut savoir que le kendo est un petit peu victime, comme beaucoup d'arts martiaux, que c'est plus c'est plus autant à la mode qu'avant. Donc, quand moi j'avais commencé le kendo, par exemple, il y avait vraiment des centaines et des centaines de personnes. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais ça vaut quand même le coup. Donc, si vous voulez y aller, c'est possible. C'est encore en cours, c'est au Puskás Tivadar Iskola qui est d'Hollywood au numéro 22. Et si vous ratez, en fait, il y aura le vendredi 4 novembre la compétition de kendo en junior qui sera Kodai Zoltán Altolanosi Iskola. Donc le kendo, c'est les mecs qui se tapent sur la tête avec un bâton, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. C'est japonais. C'est quoi le digicode pour rentrer? C'est japonais. Non, c'est ouvert. Ces jours-là, en fait, c'est ouvert. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport au sport, le foot est vraiment quelque chose pour le gouvernement qui est extrêmement important, n'est-ce pas, Vincent? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Mais pas que pour le gouvernement. On en est à combien là? 2-1. 2-1, d'accord. Alors que pour le... C'est pas le multiplex foot, Fab. Non, pour le kendo, le karaté, etc., eux, ils sont plus ou moins condamnés à faire du sport dans, en général, les écoles. Et pour les compétitions, c'est comme ça aussi. D'accord. Voilà. Sinon, au niveau des autres agendas culturels, en ce moment, c'est le 17e festival du film roumain. Alors aujourd'hui est la dernière journée, c'est le dernier film. Si vous voulez y aller, ce sera le film qui s'appelle Scène, ou en hongrois, ou Carbone, qui est en fait un film qui est un drame. Alors j'ai vu un extrait, je l'ai pas vu en entier, j'avais vu aussi le début. C'est un film de Jon Borch qui n'est pas roumain, qui est moldave. Mais bon, la culture moldave et la culture roumaine sont quand même extrêmement proches, enfin en tout cas à l'ouest de la Moldavie. Et c'est dans quel cinéma? C'est à Lurania. Lurania, super. Donc Lurania, Rákóczi út numéro 21. Et en fait, ça raconte l'histoire pendant la fin de la période communiste. Au moment où ils enlèvent tous les panneaux, etc., il y a le début des problèmes en Transnistrie, et il y a quelqu'un qui achète un tracteur, a priori un agriculteur, et il décide d'aller faire sa guerre. Donc c'est pas Rambo, mais voilà, c'est... Voilà, mais en fait c'est clairement un drame, comme un peu tous les films roumains en général, ça se termine pas très très bien, donc j'ai pas vu la fin, mais bon, à voir. C'est la chute de l'Empire roumain, c'est ça? Voilà. Sinon, au niveau cinéma aussi, en ce moment, c'est le cycle du cinéma francophone à l'Institut français. Donc j'ai noté 2 films. Le 18 novembre, il va y avoir Astérix et Cléopâtre. Ah oui, ça c'est la culture. Alors on voit que Guillaume se réveille là. Mission Cléopâtre, pardon. Et on voit que Joël est dans son domaine d'expertise. Là, on est dans c'est le meilleur Astérix au cinéma. C'est le meilleur Astérix, voilà, avec l'équipe des nuls. On est dans la réalité là. Ouais. Et le 30 novembre, il va y avoir Intouchable, donc film extrêmement connu aussi. Voilà. En même temps, moi j'attends l'Institut français qui passe aussi quelquefois des films qui sont un petit peu moins connus que les blockbusters comme ça. Voilà. Petit message. Petit message à l'Institut français de la part de Tiloche Radio. J'attends tous si vous les écoutez. Peut-être beaucoup là. J'en demande peut-être beaucoup. Peut-être Calmer cet HF en sous-titré en français. Ça, ce serait bien. C'est très après, tu te demandes pourquoi t'es pas invité au gueuleton de l'ambassade. Exactement. Le grand tout aussi que j'avais essayé de faire passer à l'Institut français. Bref. Je ne suis pas du coup d'accord avec le commentaire qui a été
été fait sur la programmation de l'Institut excellent. Mais bon, l'Institut français quand même organise quand même pas mal de choses. Il y a d'autres instituts qui n'organisent rien du tout, donc c'est quand même mieux que rien. Je vais terminer aussi avec du cinéma. L'avant-première du dernier film de Hayao Miyazaki sera le 8 décembre à 19h. Je sais pas quoi là. Voilà, ce sera l'Orania à 19h. Quand héros, voilà. Et puis dernière nouvelle, le Beaujolais nouveau en fait sera au Troquet le samedi 18 novembre. D'accord. Et alors, si amis budapestois qui nous écoutez, si jamais vous trouvez en France ces jours-ci ou les semaines qui viennent, allez voir Pierre Feuille Pistolet, un superbe documentaire du Polonais Maciej Kamela, dont vous trouvez une très belle interview dans le Courrier d'Europe centrale. Le documentaire qu'il a fait est vraiment fantastique. C'est autour de l'exode et des populations civiles ukrainiennes face à l'invasion russe. D'accord. Voilà, vraiment un film incroyable. Très bien. Donc vous avez écouté l'émission Mauvaise Onde Tiloche en français. Nous avions sur notre antenne Daniel Pseni, journaliste, ancien journaliste au Monde. Salut à tous. Salut. Nous avions Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Salut à toi. Joël Lepavou, journaliste français à Budapest. Ciao Arvipa. Vincent Liéger, essayiste sur la question de la décroissance. Sziasztok, bonne soirée. Fabien qui nous a présenté ses rubriques. Merci à tous. 3 stagiaires, futurs journalistes. Merci d'être venus. Merci à vous. Et au micro, c'était Guillaume Carré. On se voit dans 2 semaines. À très bientôt. Sziasztok. Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Ecco.